Elle était si excitée quand je lui ai annoncé qu'on y allait. La veille, elle m'a aidé à préparer des sandwichs au beurre de cacahuète et au miel, en les emballant soigneusement un par un dans du papier aluminium et en les empilant dans notre petit panier de pique-nique. Comme ça, on ne prendra pas trop de nourriture, a-t-elle dit, comme si, à seulement 8 ans, elle comprenait tout le poids que je portais. Nous n'avions pas les moyens d'apporter un plat cuisiné ou un plateau de dessert comme tout le monde, alors j'ai préparé une salade de fruits frais avec ce que nous avions dans le frigo, des fraises, une banane, une demi-pomme. Ce n'était pas impressionnant, mais c'était notre salade, et c'était le principal. Quand nous sommes arrivés chez mes parents, l'allée était déjà pleine. Je me suis garée un peu plus loin et j'ai ajusté le nœud papillon de Nova avant de sortir. Elle portait sa robe préférée, la bleue à petites fleurs, et me tenait la main pendant toute la montée. Le jardin de mes parents était bondé. Ma mère avait mis le paquet, table louée, nappes colorées, ballons accrochés à la clôture. Le barbecue était déjà allumé. J'ai aperçu l'oncle Marcus, trônant près de la glacière à bière, riant aux éclats comme toujours. Shan, à côté de lui, jonglait avec un ballon de football américain, en pleine conversation avec un de ses vieux copains du lycée. Ma belle-sœur, Tania, prenait des selfies avec le bébé. Je suis restée un instant à l'écart, à observer la scène. Tout le monde avait l'air repoussé, occupé, souriant, comme si notre absence ne les avait pas du tout marqués. J'ai donné un petit coup de coude à Nova. Allons dire bonjour, ma chérie. Elle a hoché la tête et s'est éloignée en sautillant, ses boucles rebondissant. En entrant, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un endroit où j'avais autrefois ma place, mais où je n'en avais plus. C'était comme si la famille avait continué à tourner sans nous, et je ne savais plus vraiment où était ma place. J'espérais que, le temps de quelques heures, nous pourrions nous fondre dans la masse, rire un peu, manger un morceau, laisser Nova jouer. Je ne savais pas encore à quel point les choses allaient mal tourner, ni comment ce petit panier de pique-nique deviendrait le symbole de tout ce que nous étions et de tout ce dont nous n'avions pas besoin. Nous nous sommes dirigés vers la table du buffet, essayant de rester discrets, comme des invités reconnaissants d'être là. Nova n'arrêtait pas de regarder autour d'elle, souriant à ses cousins, déjà plongés dans une partie de chat perché. Elle m'a demandé si elle pouvait se joindre à eux, et je lui ai dit d'y aller. Mais avant de s'élancer, elle m'a regardé et m'a chuchoté. « Ça va, maman ?» Cette simple question, si pleine de lucidité, m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. J'ai juste souri et hoché la tête. Je suis restée près des tables pliantes, observant les plateaux et les mijoteuses remplis des plats familiaux habituels. Macaroni au fromage gratiné, travers de porc grillé, salade de pommes de terre, œufs durs et une table de dessert débordante de sucreries, de quoi faire sauter tous les enfants de joie. Ça sentait le réconfort et la familiarité. L'odeur était la même que celle de tous les étés de mon enfance. Un instant, je me suis demandé si ma nervosité n'était pas une erreur. Peut-être que ce ne serait pas si terrible. J'ai pris une petite assiette en carton, sans intention de la remplir. Juste quelques chips et un pain à hot-dog pour Nova, en attendant de pouvoir nous asseoir pour manger nos sandwichs. J'allais prendre la pince quand j'ai entendu la voix qui, je le savais, allait tout gâcher. « Eh bien, regardez qui voilà enfin !» lança l'oncle Marcus d'une voix forte. Toujours forte. J'ai levé les yeux, forçant un sourire poli. « Salut, oncle Marcus. » Il leva son gobelet en plastique et afficha un sourire narquois. « On ne pensait pas te revoir sans qu'il y ait à manger. » Son sourire s'est effacé avant que je puisse le retenir. Ma main s'est figée au-dessus des chips. Quelques personnes aux alentours m'ont regardé. J'ai senti le sang me monter aux joues. Ils trouvaient peut-être ça drôle. Ils le pensaient vraiment. Dans tous les cas, ça m'a blessé. J'ai laissé échapper un petit rire, essayant de faire comme si de rien n'était. Shan intervint alors. Enfin, elle n'arrive même pas à nourrir son propre enfant, si? Qu'est-ce que tu as apporté? Un demi-sandwich et une prière? Les rires fusèrent. Pas de partout, juste assez. Mon cousin Théo gloussa en cachant son verre. Tante Monique secoua la tête sans dire un mot. Ma mère jeta un coup d'œil, avait clairement entendu, mais continua de disposer les cupcakes sur le plateau de dessert. J'avais envie de disparaître. Je ne m'attendais pas à de la gentillesse, mais pas à de la cruauté non plus. Pas comme ça. Pas avec ma fille à quelques pas. Pas alors que je faisais déjà tout mon possible pour garder mon calme. Je me retournai en essayant de stabiliser mes mains, soudain très consciente de l'assiette en plastique que je tenais. C'était ridicule, pitoyable,
comme une assiette de mendiant. Je me dirigeai vers la table du coin que nous avions repérée en entrant, celle près de la clôture, à côté du jardin. Je sentais des regards peser sur moi comme une chaleur dans la nuque. Une fois assise, je n'arrivais même pas à manger. Je fixais du regard les 2 sandwichs dans notre panier et les fruits que j'avais soigneusement emballés. J'avais la nausée. Peut-être avait-il raison. Peut-être que je n'avais plus ma place ici. Plus en tant que divorcée. Plus en tant que sans le sou. Plus en tant que mère célibataire incapable d'apporter plus qu'une boîte à lunch d'enfant à un festin. Nova revint vers moi, les joues rouges d'avoir couru partout. « Tu as pris à manger ?» demanda-t-elle, toute excitée, avant de remarquer mon visage. Sa voix s'adoucit. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je secouai la tête. « Ce n'est rien, ma chérie. Mangeons ce qu'on a apporté, d'accord ?» Elle regarda la table, puis me regarda de nouveau. Elle ne dit rien tout de suite, mais je sentais que quelque chose avait changé en elle. L'énergie enjouée dans ses yeux s'était muée en un regard perçant, concentré. Elle se retourna et s'éloigna sans un mot. Je supposai qu'elle retournait jouer. Je pris une bouchée de sandwich, me forçant à mâcher, faisant semblant de ne pas pleurer intérieurement. Je ne compris ce qu'elle faisait que lorsque j'entendis le grincement d'une chaise sur la terrasse. J'ai levé les yeux. Nova avait tiré une des chaises pliantes de la grande table du barbecue jusqu'au milieu du jardin. Elle est montée dessus. Son visage était rouge. Ses poings étaient crispés. Et sa petite voix a retenti plus fort que jamais. « Maman n'a pas besoin de ta nourriture. On a apporté la nôtre. » Et soudain, tout s'est arrêté. Pendant une seconde, je suis restée immobile. Je ne pouvais pas. Mon corps s'est figé, comme paralysé. Le son de la voix de Nova m'a frappé plus fort que tout ce que ma famille avait pu dire. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça perçait le brouhaha, perçait la honte et exigeait l'attention d'une manière que je n'avais jamais eu le courage d'adopter. Tout le monde s'est tourné vers elle. Les conversations se sont tues. Le crépitement du barbecue, le bourdonnement des mouches, même la musique d'ambiance semblait s'estomper sous le poids de ces mots. La voilà, ma fille de 8 ans, debout sur une chaise pliante au milieu du barbecue familial. Ses petits poings serrés le long du corps, le menton relevé. Elle ne broncha pas. Elle ne sourit pas. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle adressait un message, elle posait une limite. « Ma mère n'a pas besoin de ta nourriture », répéta-t-elle, plus lentement cette fois. On avait apporté les nôtres. Cette chaise aurait tout aussi bien pu être une scène. Et pour la première fois de la journée, toutes ces voix fortes et bruyantes se turent complètement. Shan semblait abasourdi. Son sourire idiot s'effaça. Oncle Marcus laissa échapper un rire gêné et se balança d'un pied sur l'autre. Personne ne savait quoi dire. Peut-être trouvait-il ça drôle. Peut-être étaient-ils embarrassés. Mais personne ne l'interrompit. Personne n'osa. Nova regarda autour d'elle, scrutant les visages. Des adultes qui venaient d'assister à la honte infligée à sa mère pour avoir fait de son mieux. Son regard se posa de nouveau sur moi, et à cet instant, je la vis comme bien plus que ma fille. Je la vis comme une protectrice, un miroir, une enfant qui comprenait la dignité, avant même de connaître le mot. Je me levai. Mes jambes étaient en coton, mais je marchai vers elle. Alors que je lui prenais la main, elle descendit de la chaise comme si c'était une évidence. Rien de dramatique, rien de prémédité, juste ce qu'il fallait. Elle leva les yeux vers moi et murmura « Tu es. On part ?» J'ai secoué la tête. Numéro. On mange. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes retournés à notre petite table dans le coin du jardin, avons déplié nos serviettes, déballé nos sandwichs et mangé. La salade de fruits était chaude, les sandwichs un peu écrasés par la marche, mais c'était le meilleur repas que j'avais mangé depuis des mois. Non pas pour la nourriture, mais pour ce qu'il représentait. De l'autre côté du jardin, la conversation a repris lentement, timidement, mais l'atmosphère avait changé. Plus personne ne faisait de commentaires. Plus personne ne se moquait de nous. Certains nous jetaient un coup d'œil de temps en temps, la curiosité ou la culpabilité dans le regard. Quelques-uns évitaient complètement de nous regarder. J'ai vu ma mère regarder de nous à l'oncle Marcus, puis de nouveau vers nous. Elle n'a rien dit, mais j'ai aperçu une lueur dans son visage. Peut-être de la honte, peut-être une prise de conscience, peut-être du regret.
Je ne savais pas. Et je n'avais pas besoin de le savoir. Nova était assise en tailleur, mangeant et bavardant comme si de rien n'était. Comme si se tenir debout devant toute la famille n'avait rien d'extraordinaire. Elle m'a tendu une brique de jus et a dit « La prochaine fois, on pourra apporter des biscuits aussi. » Tu en fais de bonnes. J'ai hoché la tête. Ma gorge était serrée. Je ne pouvais pas parler sans que les mots ne s'effondrent. C'est à ce moment précis que quelque chose a changé en moi. Pas seulement de la fierté, même si je la ressentais si intensément que j'avais l'impression que ma poitrine allait exploser, mais quelque chose de plus profond, une sorte de clarté, une sorte de certitude tranquille que je ne devais d'explication à personne quant à la vie que je construisais. Pendant si longtemps, j'avais laissé le poids des opinions des autres m'accabler. J'avais laissé la honte me suivre comme une ombre. J'avais ressenti le besoin de me justifier, d'expliquer, de prouver que j'essayais, que je n'étais ni paresseuse, ni en échec, ni brisée. Mais ma fille n'avait pas besoin de preuves. Elle le savait déjà. Ce moment, elle sur cette chaise, ces mots porteurs de plus de force que ceux de n'importe quel adulte dans cette cour, est devenu le tournant, non seulement de la journée, mais de quelque chose de plus grand. Cela m'a permis de me voir à travers ses yeux. Non pas comme quelqu'un qui survit à peine, mais comme quelqu'un qui n'a jamais cessé d'être là, même dans les moments difficiles. Elle ne s'est pas levée parce que je le lui ai demandé. Elle s'est levée parce qu'elle a vu quelque chose qui n'allait pas, et je croyais qu'il fallait réparer les choses. C'est comme ça qu'on sait qu'on élève quelqu'un de fort. Et c'est là que j'ai su que je n'avais plus besoin de me faire toute petite. Je n'avais plus besoin de déjeuner dans un coin, comme si j'avais de la chance d'être là. J'étais là parce que j'avais ma place. Parce que nous avions toutes les deux notre place. Assise à cette table en plastique usé, avec nos sandwichs un peu détrempés et notre salade de fruits tièdes, j'ai ressenti quelque chose de différent en moi. Pas plus fort, pas plus courageux, juste calme. Comme si mes os s'étaient enfin détendus après une tension trop longue. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de me justifier. Je n'avais pas à prouver que je faisais assez d'efforts ni à défendre les choix que j'avais faits pour survivre. Nova avait déjà fait ce que je n'avais pas pu faire. Je ne m'attendais pas à être humiliée devant toute ma famille ce jour-là, et surtout pas par mon frère et mon oncle. Mais plus encore que la douleur de leurs paroles, c'est ce que ma fille a fait ensuite que je n'oublierai jamais. C'était un dimanche, chaud, humide et bruyant. Un de ces barbecues familiaux classiques avec des chaises pliantes, des cousins qui se courent après pieds nus et une odeur de charbon et de hamburgers trop cuits qui flottent dans l'air. Tout le monde était là. Oncle Marcus, toujours aussi bruyant, coupant la parole à tout le monde comme à son habitude. Shan, mon frère, tout sourire et un charme factice avec son air de « j'ai une vie bien rangée et tu ne te vantes pas de lui ». Ma mère s'affairait autour du buffet, s'assurant que tout soit présentable. Pendant que mon père s'occupait du barbecue comme s'il participait à une compétition, c'était bruyant, familier, mais pour moi, ce n'était pas confortable. Je n'avais pas assisté à une réunion de famille depuis des mois. Pas depuis le divorce. Depuis que mon ex a cessé de verser la pension alimentaire et que je jongle entre un emploi à temps partiel le matin et un travail de serveuse le soir, je n'avais plus eu le temps pour les barbecues ni l'énergie émotionnelle d'affronter les escaliers et les questions que je savais inévitables. Mais Nova, ma fille, m'avait supplié d'y aller. Elle s'ennuyait de tout le monde. Elle avait envie de faire partie d'un groupe. Et je crois qu'au fond, moi aussi. Nous ne sommes pas arrivés les mains vides. J'avais préparé un petit panier de pique-nique. Des tartines au beurre de cacahuètes, des tranches de fruits, des jus de fruits. Rien d'extraordinaire, mais c'était le nôtre. Je ne voulais pas apporter de nourriture que je n'avais pas contribué à acheter. Je voulais apprendre à Nova que chacun contribue selon ses moyens, même modestement, surtout quand c'est peu. Nous sommes arrivés un peu en retard. Tous les regards se sont tournés vers nous un instant, puis se sont détournés. Personne ne s'est précipité pour nous accueillir, et c'était très bien comme ça. J'ai pris une grande inspiration et j'ai souri à Nova. Elle m'a souri en retour. Il lui manquait ses 2 dents de devant, ses boucles étaient retenues par un ruban rose. Elle était ravie. C'était tout ce qui comptait. Nous nous sommes dirigés vers la table du buffet, essayant de nous fondre dans la masse. J'ai pris une petite assiette, surtout pour Nova, et j'y ai mis quelques chips et un pain à hamburger. Juste de quoi la faire patienter avant de nous installer à une table pour manger ce que nous avions apporté. C'est alors que je l'ai entendu. Tiens, qui voilà pour le repas gratuit.
a lancé l'oncle Marcus, assez fort pour que tout le monde l'entende. Il sirotait sa boisson dans un gobelet en plastique, riant comme s'il venait de faire la blague de l'année. J'ai figé, l'estomac noué. Je l'ai regardé, attendant que la chute de sa blague s'adoucisse, mais il ne plaisantait pas. Pas vraiment. Avant même que je puisse réagir, Shan a renchéri, souriant comme un enfant qui vient d'obtenir la permission de faire des histoires. Elle est même pas capable de nourrir sa propre fille. T'as apporté quoi? Des miettes? Quelques personnes ont gloussé. D'autres sont restées silencieuses. Personne n'a rien dit pour les arrêter. Je suis restée là, plantée là, une assiette en carton avec 2 chips dessus, l'impression d'avoir reçu une gifle en public. Pire encore, Nova était juste à côté de moi, me regardant, témoin de toute la scène. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis même restée bouche bée un instant. J'ai juste souri. Ce sourire crispé et automatique qu'on acquiert à force d'être humilié. Je n'ai rien dit. J'ai continué à marcher vers une table vide au fond. Mais Nova ne m'a pas suivi. Elle a fait demi-tour et est retournée vers le groupe. Ses petites mains ont traîné une chaise pliante, qui a grincé bruyamment sur le béton de la terrasse. Tout le monde s'est retourné. Elle est montée sur la chaise, s'est redressée et a dit de sa petite voix claire « Maman n'a pas besoin de votre nourriture. » On a apporté la nôtre. Un silence de mort s'est abattu. Des visages stupéfaits. Même l'oncle Marcus s'est arrêté de boire. Et à cet instant précis, avec ma fille debout sur une chaise pour me défendre, je me suis sentie plus vue, plus aimée et plus forte que jamais. C'est comme ça que tout a commencé. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Franchement, je n'avais pas envie d'y aller. Quand ma mère a envoyé le premier message à la famille, barbecue chez nous dimanche, amenez les enfants, je l'ai fixé pendant près de 10 minutes avant de répondre. Non pas que les gens ne me manquaient pas. Au contraire, mais parce que je savais déjà ce que ça ferait d'arriver, comme si j'étais l'intruse, comme si tout le monde mesurait en silence le chemin parcouru depuis la dernière fois qu'ils m'avaient vue. C'est ça, la famille. Ils se souviennent de qui vous étiez. Et ils ne savent pas toujours comment réagir quand vous n'êtes plus cette personne. Je m'appelle Elra. J'ai 32 ans et je suis maman. Une vraie. Le genre de maman qui survit avec 2 heures de sommeil, du café réchauffé au micro-ondes et une liste de choses à faire interminable. Avant, j'étais mariée. Avant, j'avais une vie stable, une jolie maison, une assurance maladie. Je publiais des photos sur Facebook qui suscitaient des compliments. Et puis, tout s'est effondré. Mon mari est parti sans prévenir, sans s'excuser, sans même vouloir rester présent. C'était comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Du jour au lendemain, j'étais une épouse. Le lendemain, j'étais une mère célibataire qui se battait pour joindre les 2 bouts. Il a arrêté de m'envoyer de l'argent après 2 mois. Je suis en train de me débrouiller, m'a-t-il écrit une fois. C'était la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Maintenant, j'ai 2 emplois. Je travaille le matin dans une boulangerie et le soir comme serveuse dans un petit restaurant mexicain du centre-ville. Je dors environ 5 heures par nuit, et je n'ai pas eu un seul jour de congé depuis cette semaine. Mais j'élève ma fille. Je lui montre ce que signifie la force, même quand je suis au bord du gouffre. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à accepter l'invitation au barbecue. Je ne voulais pas que Nova me voie m'effondrer devant notre famille. Je ne voulais pas qu'elle se sente inférieure. Mais Nova a un cœur plus grand que le mien. Elle n'arrêtait pas de demander « Maman, on peut y aller ? Je veux jouer avec mes cousins. Je veux voir mamie. » Je ne pouvais pas refuser. Elle avait rendu impossible pour quiconque dans ce jardin d'ignorer ce qui venait de se passer. Et surtout, pourquoi c'était important. Je la regardais manger, balançant ses jambes sous la chaise, fredonnant joyeusement, son neurose légèrement inclinée à force de traîner la chaise sur la terrasse. Elle ne semblait pas accablée ni gênée. Elle semblait fière et libre, comme si elle avait accompli sa mission et qu'elle pouvait désormais savourer son sandwich en toute tranquillité. Quant à moi, j'avais encore du mal à réaliser. Cette petite voix de honte en moi s'était faite plus discrète. Cette voix qui répétait sans cesse « Tu n'en fais pas assez. Tu n'as pas ta place ici. Tu es le raté de la famille. » Cette voix qui m'avait suivie à chaque réunion de famille depuis le divorce. Elle n'avait pas disparu, mais elle était tombée de son piédestal. Nova l'avait réduite au silence d'une seule phrase. De l'autre côté du jardin, l'oncle Marcus était soudain beaucoup moins bavard.
Il était toujours près de la glacière, mais il ne tenait plus le centre de la conversation. Shan était parti avec son ballon de football, se le lançant à lui-même comme s'il devait être ailleurs, n'importe où ailleurs. Quelques proches m'ont jeté des regards indéchiffrables. Certains semblaient gênés, d'autres discrètement impressionnés. Et puis, ma tante Renée est venue me voir. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle s'est simplement approchée de la table, a posé 2 bouteilles d'eau devant nous et a dit « Elle a du cran, comme sa mère. » J'ai cligné des yeux. « Merci. » Puis elle est repartie aussi discrètement qu'elle était venue. J'ai regardé les 2 bouteilles et j'ai souri. C'était peut-être un petit sourire, mais c'était comme une offrande de paix, comme si quelqu'un avait enfin compris la situation dans son ensemble au lieu de simplement juger. Nous avons fini de manger à l'ombre, sans nous presser, sans être anxieux. Nova m'a parlé du jeu auquel elle avait joué plus tôt et m'a demandé si on pouvait refaire notre salade de fruits le week-end prochain. Elle a dit que la prochaine fois, elle ajouterait des myrtilles parce que ça a le goût de l'été. Je n'arrêtais pas d'acquiescer en souriant, mais mes pensées s'emballaient. Pas de façon chaotique, plutôt comme si le brouillard se dissipait pour la première fois depuis une éternité. Je repensais sans cesse à combien de temps j'avais baissé la tête. À combien de réunions de famille j'avais séché juste pour éviter les regards, les questions, les pics subtils déguisés en blagues. Et pourtant, nous étions là. Nous étions venus. Nous avions tenu bon. Et nous étions toujours là. Plus tard, alors que les gens commençaient à ranger, que les ballons se dégonflaient sous la chaleur, que le barbecue était éteint et que les enfants finissaient leur soda, ma mère est venue nous voir. Elle n'a pas mentionné ce qui s'était passé, pas directement. Elle a juste regardé Nova, a repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille et a dit « Tu es une fille courageuse ». Nova a levé les yeux vers elle et a répondu « Elle est courageuse, elle aussi ». Elle me désigna du doigt et je dus me retenir de toutes mes forces de pleurer. Ma mère me lança un regard que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ni pitié, ni inquiétude, plutôt du respect, peut-être même de la fierté. Puis elle hocha la tête une fois et se tourna pour aider papa à plier les chaises. Nous ne restâmes pas longtemps. Sur le chemin du retour à la voiture, Nova me serra la main. « J'ai fait une bêtise ?» demanda-t-elle soudain. Je m'arrêtai et m'agenouillai devant elle. « Non, ma chérie. Tu as fait quelque chose de très bien. Tu as défendu quelqu'un que tu aimes, et tu n'as pas eu peur. » Elle sourit, satisfaite. « D'accord. » Une fois à la maison, j'ai déballé les restes, je les bordais et je me suis assise en silence sur le canapé. J'ai repensé à la honte que je portais depuis des années, à son poids, à la place qu'elle occupait dans ma vie. Mais ce soir-là, elle me paraissait plus légère. Car maintenant, chaque fois que cette honte tentait de revenir, je pouvais l'imaginer debout sur cette chaise en plastique, sa voix perçant le brouhaha comme une étincelle dans l'herbe sèche. Et je me souvenais que je n'étais pas le problème. C'était leur cruauté. Et ma fille, elle était la solution. Cela fait quelques semaines depuis ce barbecue, mais j'y pense encore tous les jours. Pas à la façon dont mon oncle a ri, ni au sourire narquois de mon frère, ni même au silence qui a suivi lorsqu'ils ont réalisé qu'une enfant de 8 ans les avait remis à leur place. Ce qui me revient sans cesse en mémoire, c'est le moment où ma fille est montée sur cette chaise sans hésiter, sans permission, et a utilisé sa voix quand je n'ai pas retrouvé le mien. Ce souvenir est gravé dans ma poitrine comme une armure. J'aimerais pouvoir dire que tout a changé après ce jour-là. Que ma famille s'est excusée. Que les vieilles blessures se sont miraculeusement refermées. Mais la vie n'est pas un film. Certains sont restés silencieux. D'autres m'ont encore plus évité. Mon frère ne m'a pas envoyé de message. Oncle Marcus ne m'a plus regardé dans les yeux depuis. Mais ce n'est pas grave, car j'ai changé. Je ne me rendais pas compte à quel point j'avais intériorisé leurs opinions à mon sujet, à quel point j'avais donné du pouvoir à leur jugement. J'ai passé des années à me cacher derrière l'idée que je devais mériter ma place, que je devais être parfaite pour être acceptée, que parce que je n'avais ni argent, ni mari, ni stabilité comme les leurs, je ne comptais pas. Mais ce jour-là a brisé l'illusion. Je n'étais pas faible. Je n'étais pas pitoyable. Je faisais ce que font les mères. J'étais présente, même quand c'était difficile. Et ma fille l'a vu. Elle m'a vu. Pas comme je me voyais dans le miroir après avoir pleuré dans la voiture. Pas l'image que je me faisais de ma famille. Je me débrouillais tant bien que mal, je vivais à peine. Mais elle me voyait, j'étais à la hauteur, courageuse, digne d'être défendue. Depuis, j'ai cessé de m'excuser pour ma vie. Je cumule toujours 2 emplois.
Je prépare toujours des sandwichs au lieu de commander à emporter. Il m'arrive encore d'être épuisé. Mais maintenant, je marche la tête haute. Je ne laisse plus la honte me peser. Ce barbecue a été la première fois où j'ai vu ma fille devenir sa propre protectrice. Pas seulement de moi, mais de ce qui est juste. Et cela m'a appris une leçon inoubliable. Il n'est pas nécessaire d'être grand pour être puissant. Il suffit d'oser prendre la parole quand c'est important. Nova et moi en rions parfois. Elle me dit, « Tu te souviens quand je suis montée sur cette chaise comme une chef ?» Et je réponds, « Oui, tu leur as donné une leçon ce jour-là. » Elle sourit toujours et ajoute, « Ils auraient juste dû être gentils. » C'est simple et vrai. J'ai commencé à participer davantage aux réunions de famille, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais simplement par envie. Nova mérite ses cousins et ses cousines, et moi, j'ai le droit d'exister sans avoir à me justifier. Je ne reste plus en retrait. Je n'ai plus peur d'entrer. J'apporte ce que je peux. Je m'affirme et je m'assieds où bon me semble. J'ai remarqué que certains membres de ma famille me traitent différemment maintenant. Peut-être sont-ils encore mal à l'aise, ou peut-être me respectent-ils davantage, mais je ne cherche plus leur approbation. C'est le plus grand changement. J'ai cessé de demander à ceux qui ne vivent pas ma vie de valider la mienne. Et honnêtement, j'y ai trouvé la paix. Si vous vous êtes déjà senti invisible, jugé ou que votre histoire met les autres mal à l'aise, j'espère que ce que vous retiendrez de mon témoignage, c'est que votre valeur est indiscutable. Vous n'avez à rendre à personne une image de perfection pour mériter la dignité. Vous n'êtes pas défini par vos revenus, votre statut marital ou votre contribution au repas partagé. Vous êtes défini par votre façon d'aimer, votre présence, votre persévérance. Et parfois, si vous avez de la chance, une personne que vous aimez vous le rappellera quand vous l'aurez oublié. Ce jour-là, Nova me l'a rappelé, non pas par une étreinte, un discours d'encouragement ou même un soutien discret. Elle me l'a rappelé par ses actes, par sa conviction. Elle m'a rappelé que j'en faisais assez, que j'étais assez. Vous n'en aviez pas la force. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires authentiques et sincères comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. C'est un espace de vérité, de guérison et de rappel que nos voix, aussi faibles soient-elles, peuvent faire entendre leur voix. Merci de votre écoute et merci d'être là. Musique.